De retour ici, bien sûr, sur cet espace internet de l'émission L'Index sur Radio Québec Plus. Notre invité ce soir, M. Haroun Bouazi, je rappelle, le président de l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité ici au Québec. Nous parlons bien entendu des implications de la montée de la droite, de l'extrême droite, du discours de l'extrême droite, de l'islamophobie, de la xénophobie, du racisme, surtout dirigé contre les musulmans, puisque paraît-il ça devient un peu à la mode ces derniers jours. Ici en Amérique du Nord, bien entendu, puisqu'il faut bien revenir sur notre continent, nous avons déjà Donald Trump qui est allé d'une déclaration, il faut bien le dire, l'une des choses les plus bizarre, dite par un chef politique, d'autant plus qu'il aspire à devenir le président de la première nation la plus puissante au monde. Un journaliste qui lui demandait justement comment allez-vous contrôler ça aux frontières. Est-ce qu'on va poser la question aux gens, êtes-vous musulman? Et si la réponse est oui, la personne est tout de suite recalée. Et il a répondu, ça serait comme ça, puisqu'il n'y a pas un autre moyen de le vérifier. Et bien sûr, ici au Québec, il y a bien évidemment des mouvements qui sont aussi très islamophobes et qui se disent fiers d'être islamophobes. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, vous devez certainement les rencontrer de temps en temps, les lire, les écouter, enfin les voir aussi. Mais ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, et c'est ça ce qui est encore plus grave. On peut les trouver justement au sein même du Parlement du Québec et dans certains partis politiques ici au Québec. Souvenez-vous justement, juste après les attentats, quand on avait parlé de ce passeport qu'on aurait trouvé près du stade de Saint-Denis à Paris, qui appartiendrait à un réfugié syrien. Et tout de suite, on a fait le lien avec les réfugiés syriens qui allaient arriver ici au Canada. Et on s'est dit, est-ce qu'on est des gens sensés, intelligents, perspicaces, d'ouvrir nos portes comme ça à des gens qui sont des terroristes potentiels. Depuis, bien sûr, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts du Québec et de l'Ontario. Le premier avion des réfugiés est déjà arrivé hier à Toronto, le second aujourd'hui même, ce soir à Montréal. Et avec M. Haroun Bouazi, nous allons parler de ce qui nous attend ici au Québec. Alors, Haroun, est-ce qu'on peut dire, et est-ce qu'on peut déjà prédire que ce discours qui est un peu à la mode en France, est-ce qu'on peut le voir aussi prendre racine ici, au Québec? C'est vraiment une très bonne question. Il y a deux choses à dire. Premièrement, on est clairement, politiquement, relié en intraveineuse avec la France. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, Charlie Hebdo, des attentats dernièrement donc à Paris, ou pas seulement, des débats identitaires, etc., on sent bien qu'un an plus tard, ou des fois 5-6 ans plus tard, bref, un certain nombre, quelques années plus tard, ou des fois quelques jours plus tard, le même sujet, la même idéologie, la même manière de travailler nous rattrape. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de savoir en fin de compte que nous, en tant que Maghrébins, en tant que Québécois d'origine maghrébine, on connaît beaucoup mieux la France que la plupart des gens ici au Québec. Les relations, on aime bien dire nos cousins les Français quand on est Québécois, mais la relation avec la France date d'il y a 400 ans, alors que les relations de la France avec le Maghreb, évidemment, sont très très récentes. D'abord, il y a eu à peu près un siècle d'occupation, beaucoup malheureusement énormément de violence, de guerre, etc. Et ensuite une immigration qui a été massive dans les années 60 et aujourd'hui qui continue à être quand même très nombreuse malgré tous les discours des politiciens. Et donc en fin de compte, ceux qui sont les plus conscients de ce qui se passe, ce n'est pas ceux évidemment qui importent le discours, et les autres sont d'après moi vraiment inconscients de ce qu'ils sont en train de nous importer, parce qu'on importe en fin de compte des problèmes qu'on n'a pas. Bon, alors effectivement, si on revient à l'islamophobie, je vais peut-être me permettre de définir le mot, parce que c'est un mot qui des fois est controversé, et je pense que c'est important de le définir. Donc, premièrement, en tant que tel, c'est un vécu d'une personne. Donc, c'est les actes de violence, de discrimination envers une personne
pour son appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Donc, typiquement, un Libanais chrétien, par exemple, ou un juif d'Israël, qui a une tête de musulman, qui vient de musulmanie, peut très bien se faire discriminer sur base islamophobe. Bon. Par contre, ça ne s'arrête pas à ça. Ça, c'est vraiment, en fin de compte, le sommet du iceberg. Ensuite, il y a une idéologie qui fait en sorte que ça, c'est possible. Et l'idéologie vient de penseurs, de chroniqueurs, dans des radios poubelles ou dans des journaux plus conventionnels, et de politiciens qui créent une idéologie qui nous permet de penser que c'est correct de discriminer le musulman. La charte du Parti québécois d'il y a 2 ans maintenant est un très bon exemple. Donc l'État, parce que c'était le gouvernement quand même, qui est garant de la morale publique, nous a dit que nos valeurs à nous québécoises, c'est de renvoyer une femme qui porte un foulard parce qu'elle porte un foulard. Pas parce qu'elle ne sait pas le français ou qu'elle n'a pas les bons diplômes ou qu'elle ne fait pas bien son travail ou qu'elle refuse de travailler avec les hommes ou les homosexuels ou les femmes. Non, 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 non. Juste parce qu'elle porte un foulard. Et donc le message qui est envoyé, c'est correct de discriminer les gens sur la base de leur religion. Et donc la somme de ces actes discriminatoires et de ces idéologies finissent par former un système, et donc on parle de problème systémique qui crée le problème musulman. Bon. Alors on en a, donc la France est professionnelle là-dedans, hein, très forte là-dedans. Je donnerai un exemple d'ailleurs qui est très récent. Dernièrement, le ministre Cazeneuve, en France, est sorti pour dire qu'ils ont fait une perquisition dans une mosquée, qu'ils ont trouvé des vidéos de propagande de l'État islamique et que chez les dirigeants de la mosquée, il y avait des armes, une arme de 9 mm, je pense. La réalité semble que, en fin de compte, c'est quelqu'un qui vient à la mosquée, mais qui n'est absolument pas le dirigeant, donc n'importe qui peut aller à une mosquée, bien sûr, qui aurait une arme à grenaille, qu'il aurait trouvé en faisant le jogging. Bon, ça ne veut pas dire que c'est pas une arme, hein, mais ça veut dire que la réalité, c'est que il y a des gens qui créent cette phobie, cette peur, à travers un discours pour des calculs. Des fois, c'est pour vendre des journaux et des fois, c'est pour être élu. Bon, et nous, on se retrouve à être obligés de tout détricoter, tout ça. Donc, on nous dit, oui, mais le niqab. Bon, est-ce qu'on a le droit au Canada? On a eu, il y a 2 mois, est-ce qu'on a le droit de prêter allégeance à la reine d'Angleterre en cachant son visage ou pas? Et on est obligé de dire, ben, moi, je porte pas de niqab, est-ce que vraiment c'est un problème, qu'est-ce que, etc., dans l'islam, non pas l'islam, etc. Et on se retrouve vraiment tout le temps avec un spot sur nous et on est obligé de s'excuser pour des affaires. Bon, il y a un attentat quelque part, on nous dit, oui, mais pourquoi on n'entend pas les musulmans? Bon, à chaque fois, et en fait, à chaque fois, c'est le sujet qui fait partie du système islamophobe. Donc l'idée, par exemple, de questionner un musulman, de lui dire, mais toi, pourquoi tu ne condamnes pas l'État islamique? C'est très vicieux. Ça questionne l'humanité de la personne en face. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'une fois, vous imaginez quand même que c'est des gens qui égorgent des gens, qui tuent des innocents, et on vient demander à un être humain, est-ce qu'il condamne ou il ne condamne pas? C'est comme si on lui enlève cette humanité en partant, et il doit prouver qu'il est quand même un humain. Et en fait, on a déjà perdu. C'est une question qui ne peut que créer des problèmes. Alors, pour revenir aux réfugiés, c'est sûr qu'il y a eu une stratégie de l'État islamique de créer cette division, cette tension pour créer des guerres internes à l'intérieur des sociétés occidentales. Malheureusement, ça semble beaucoup trop bien marcher. Ça marchait en France. Heureusement, au Canada, actuellement, M. Trudeau joue la carte de l'apaisement clairement. On est très content de ne plus avoir le gouvernement conservateur qui aurait sûrement fait du millage là-dessus. Mais on n'est pas à l'abri, évidemment, de différents dérapages. Est-ce que, comme vous venez de le souligner, est-ce que le fait de toujours mettre justement les musulmans sur la défensive, de venir leur demander comme ça de faire amende honorable, de se dissocier, de condamner, de dire ben non, ça c'est pas nous, nous sommes contre cela, etc., de dresser une partie des musulmans contre l'autre, parfois au nom de la laïcité, parfois au nom de la lutte justement au terrorisme, etc.,
Parce que là, on est en train de demander aux gens de réagir en tant que communauté. Et donc à ce moment-là, comme je le disais la semaine passée, on est en train d'appeler un peu le communautarisme des gens, de dire allez-y, agissez en communauté. Alors que quand la même communauté va utiliser ce communautarisme pour réclamer plus de droits, plus d'égalité, plus de place ici au Québec, on nous dit arrêtez, le communautarisme ne fonctionne pas, ici ce sont les valeurs citoyennes, etc. Est-ce qu'on n'est pas encore justement en train de nous tourner comme ça en bourrique, en nous obligeant comme ça, nous orientant comme ça vers le coin et nous disant là vous êtes vraiment, comme le ferait un boxeur, vous êtes dans le coin, là on va vous tabasser, on va vous dire tout ce qu'on veut, on va vous demander tout ce qu'on veut. Et la seule réponse possible et imaginable dans votre cas, ce serait justement de vous défendre. Et comme vous l'avez bien, c'est bien dit, donc on a déjà perdu si on commence à défendre. C'est vraiment un très bon point. Bon, les gens qui parlent tout le temps d'intégration sont en fait très souvent en train d'exclure. Hein. Et les gens qui condamnent tout le temps le communautarisme ne sont pas capables de voir les musulmans comme citoyens et les voient tout le temps comme communauté. Donc en fin de compte, ils disent qu'ils sont contre le communautarisme, mais en fin de compte, ils ne sont pas capables de voir autre chose que la communauté, et donc ils la créent. Bon, c'est très intéressant. Je vous donne une anecdote. Quand le projet de charte est sorti, c'est un projet qui clairement a agressé la communauté musulmane. Bon. Un quart d'heure avant ce projet de charte, il n'y avait pas de communauté musulmane. Là-dessus, on attaque une communauté et donc on la crée. Et on s'est retrouvé dans des réunions où il y avait tout type de musulmans. Alors les musulmans sont tous sauf une communauté, spécialement ici. Ils sont beaucoup plus homogènes en France, on parlait de la France tout à l'heure. Mais ici, c'est une mosaïque absolument infinie. Donc il y a les frontières nationales, Algérie, Tunisie, Irak, Syrie, etc., Afghanistan, Pakistan. Mais il y a aussi les frontières religieuses. Donc, alors il y a des alaouites, il y a des chiites, des sunnites, des soufis, etc. Des ahmadis, etc. Bon, il y a aussi des frontières linguistiques. Donc on essayait d'avoir une réunion. Notre première réunion, on allait donc se défendre en tant que communauté pour pouvoir échanger sur la situation. Et donc, il y a les Maghrébins qui sont plutôt francophones, donc la réunion est plutôt en français. Ensuite, tu as les Moyen-Orientaux qui sont plutôt anglophones. Donc, tout d'un coup, il y a beaucoup de Maghrébins qui savent beaucoup mieux le français que l'anglais, donc on se met à parler entre nous en arabe. Et là, il y a un Pakistanais ou un Indien ou un Afghan qui arrive et qui ne sait pas l'arabe. Et donc, on n'était pas capable d'avoir juste une langue pour la communauté. Bon. La réalité, c'est que je pense que malgré ça, on a donc des communautés musulmanes qui sont d'un niveau assez exceptionnel au Canada et capables de s'organiser, capables d'avoir des voix médiatiques et vous le prouvez très bien, des voix quand même constructives, intelligentes dans les médias communautaires, mais aussi capables d'écrire dans les médias conventionnels. On a des gens très diplômés, surdiplômés, on le sait, on n'a pas assez de travail à la hauteur des diplômes que les gens ont. Et donc cette communauté-là a déjà prouvé qu'elle pouvait faire preuve d'une intelligence extrême. Hein. Et malgré le fait qu'elle ne représente que 3% de la population, on sent bien qu'il y a beaucoup de politiciens, il y a beaucoup de chroniqueurs, il y a beaucoup de chercheurs qui prennent vraiment au sérieux et à cœur la question de faire en sorte qu'on ne fasse pas les erreurs de la France. Moi, je reste franchement très optimiste au regard de ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. L'intelligence, vraiment, hein, l'intelligence sociale avec laquelle il n'y a pas eu un seul acte. Vous savez, ça fait 2 ans, 3 ans que le débat est très très violent. Il était déjà violent en 2007 à cause des questions d'accommodement raisonnable, mais là, depuis 3 ans, c'est vraiment très très violent et on n'a pas eu de bandes qui s'organisent, de jeunes frustrés qui commencent à brûler des voitures, etc. Et c'est une maturité vraiment incroyable, alors qu'on est 300 000 quand même. Hein. Évidemment, il faut vraiment qu'on prenne nos responsabilités en tant que société au complet, donc pas en tant que communauté, mais en tant que société au complet, pour s'assurer que la prochaine génération n'ait pas à gérer ses frustrations, parce que c'est quand même une question de temps pour que la marmite
ne soit plus capable de gérer la tension qui pèse sur cette communauté. Les 10 prochaines années, je dirais, vont être vraiment cruciales pour notre avenir ici. Sur le plan politique, ce que nous avons aussi remarqué, c'est un peu une absence bien remarquée des Maghrébins, malgré ce poids démographique qui, qu'on le veuille ou pas, est quand même important par rapport aux autres communautés qui composent la société québécoise. Et cette absence quasi totale des Maghrébins au niveau je dirais, de la sphère politique, ça devient un peu comme un suicide collectif. C'est comme si on refusait d'être présent, c'est comme si on refusait justement de partager cette intelligence, ce savoir-faire, cette expérience qui a été accumulée pratiquement sur les 5 continents. Et à chaque fois qu'on invite justement ces gens-là de participer et d'aller de l'avant comme ça dans le champ politique, la réponse qui nous revenait, c'est cette discrimination, c'est ce refus justement des partis politiques de faire de la place à ces gens-là. Alors, nous on dit Choué min Allah ou Choué min Abdallah. On a les deux points sont vrais. La réalité, c'est que les francophones disent toi et le ciel t'aidera. Voilà, exact. Voilà, en arabe, ça donne un peu du croyant, un peu à cause du croyant et un peu à cause de Dieu. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun parti politique qui va refuser un nouveau membre. Bon, il faut que ça soit clair. Aujourd'hui, dans les partis politiques, il n'y a pas de Maghrébins. Bon. Il y a aujourd'hui plusieurs Maghrébins qui travaillent très très fort à l'intérieur des partis politiques. Il faut comprendre qu'on a un problème dans nos communautés, c'est la théorie du complot. Hein. Le système qui est plus fort que nous, qu'on n'est pas capable de changer, etc. Et je pense que c'est vraiment une réussite du système d'avoir réussi à nous faire croire qu'on ne pouvait rien faire. Parce que justement, on ne fait plus rien. Bon. Il faut absolument s'investir dans la société dans laquelle on est. Parce que si on ne s'investit pas, on est trop facile à exclure. Il faut comprendre qu'un parti politique, ça prend des décisions en fonction de sa base. Et donc si demain, il y a 10 000, 15 000, 20 000 Québécois de confession musulmane, de fervents souverainistes par exemple, qui rentrent au Parti québécois, je vous assure que le Parti québécois n'aura absolument pas les mêmes politiques. Aujourd'hui, par exemple, on voit bien qu'il y a un changement, hein, par exemple dans le dialogue. PKP, M. Pelado, n'a pas pris du tout des positions comme celle de Mme Marois. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent et qui ont une ferveur nationaliste, par exemple, à aller s'investir au Parti québécois. Aujourd'hui, le Parti libéral dit qu'il veut s'attaquer aux questions d'islamophobie. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut aller à l'intérieur du système, à l'intérieur du Parti libéral et questionner ses ministres, se rapprocher, etc. Et donc ça se construit. Québec solidaire a fait passer une motion contre l'islamophobie qui a été votée par tout le Parlement. À leur dernière grande réunion, ils ont clairement expliqué qu'ils voulaient être le parti numéro 1 dans la lutte contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'islamophobie. Pourquoi n'investissons pas ces partis-là? Une fois qu'on est investi dans les partis, il est évident que la place va se faire. D'abord, il faut apprendre à faire de la politique, ça ne s'invente pas. Et deuxièmement, les partis ne rêvent que de montrer un visage de gens performants, des gens qui peuvent l'idée, des leaders d'opinion, et qu'ils soient de confession musulmane. Je ne pense pas que ça soit un handicap. Le principal handicap qu'on a pour la politique, il est dans notre tête. Très bien. Donc, M. Haroun, on va conclure cette rencontre ce soir en parlant justement de laïcité. Vous savez, la présence de la religion au sein de la communauté, c'est un élément indéniable, c'est très important. Il suffit de voir justement la fréquentation des mosquées, même si certaines statistiques nous disent que nous ne sommes pas des fous d'Allah, donc les gens ne passent pas leur temps ni leur vie à l'intérieur des mosquées, ils travaillent, ils ont bien sûr mille et une choses à faire que d'aller uniquement vers les mosquées. Mais il faut bien le dire aussi, la religion est bien présente dans la vie des gens. Et là, en parlant d'anecdotes, ça me fait penser justement au bureau d'enquête du Journal de Montréal, qui est allé d'une découverte incroyable pour nous dire que la femme qui portait le niqab
et qui refusaient de l'enlever fréquentaient une mosquée. Bah oui, les musulmans dans une mosquée, vous pouvez trouver, on n'en a que trop, hein, il n'y a pas autre chose. Et donc, est-ce que vous croyez que l'avenir, justement, de cette communauté-là, doit se faire sur un plan strictement laïque, c'est-à-dire en s'investissant comme ça, en disant gardons la religion dans la sphère privée et présentons-nous comme des citoyens laïques, ou bien est-ce qu'on peut arriver avec notre bagage religieux aussi, sans emmerder le monde avec, mais quand même croire à ces valeurs de laïcité? Est-ce que aussi, là je vais vous poser deux questions en même temps, est-ce que vous ne croyez pas que la laïcité ici, elle commence à prendre un peu une forme de guerre contre les religions, alors qu'au fond, la laïcité, ça devrait être une neutralité par rapport à ces religions? Absolument. Il y a deux points qui sont vraiment importants. Il y a la question de sécularisation de la société et la question de laïcisation des institutions de l'État. Bon, alors, pour la laïcité, c'est clair, il y a des gens malhonnêtes, idéologiquement, qui instrumentalisent la laïcité pour pouvoir exclure les minorités religieuses. Alors, plus souvent les musulmans, mais les juifs aussi, ou les sikhs en font les frais. La laïcité, c'est quoi? C'est trois principes. Donc, je rappelle que c'est l'État. Donc, un citoyen ne peut pas être laïque parce qu'un citoyen n'est pas une institution de l'État. Donc, les écoles, les ministères, etc. Hydro-Québec, si on veut aussi étendre l'État aussi loin que les compagnies qui... Bon. C'est la liberté de conscience, numéro un. Donc, un citoyen, non seulement il a le droit de croire, de ne pas croire, de changer de religion, etc. Mais au-delà de ça, l'État laïque doit le protéger dans sa liberté de conscience. Et donc là, on revient que normalement, au contraire, la laïcité est un instrument qui protège les Québécois de confession musulmane qui peuvent absolument vivre leur religiosité comme ils veulent, à condition que, un, il ne soit pas un problème sécuritaire, deux, qu'il ne touche pas à la sécurité des autres, et trois, pour des questions monétaires. Des fois, on a des demandes qui coûtent très cher, et puis c'est normal de les refuser. Le deuxième principe, c'est la question de neutralité. Et comme vous le dites si bien, un État neutre ne doit pas favoriser ou défavoriser les citoyens en fonction de leur religion. C'est vraiment un concept très noble. C'est-à-dire que je crois en Dieu ou que je ne crois pas, que je sois musulman ou juif, ou déiste, ou athée, ou même sataniste, l'État doit faire abstraction de ça et doit faire en sorte que mes politiques ne privilégient pas un citoyen par rapport à un autre en fonction de ses croyances. Donc, par exemple, une loi qui interdit les kippas et les foulards dans la fonction publique est par définition pas neutre parce qu'elle défavorise une partie des gens juste à cause de leurs croyances. Le troisième point est le point de séparation de l'Église ou des institutions religieuses des institutions de l'État. Et c'est un point important d'abord pour protéger l'État qu'un pape ou un imam ou un rabbin décide des politiques publiques, mais c'est aussi un point important pour que l'imam ou le pape ne soit pas instrumentalisé par l'État. Or aujourd'hui, on a entendu par exemple le président de la CAQ dire « on va voir ce que les imams vont dire, on va leur dicter et si on n'est pas content ». Ça, c'est pas laïque du tout. Un État laïque dit il y a un discours qui est illégal, qu'il soit religieux ou pas. Il est haineux, qu'il soit religieux ou pas. Mais il ne va pas dire bah, pour l'imam, je vais faire quelque chose. Déjà, ça marche plus. Bon. Maintenant, nous, notre devoir, c'est quoi? D'abord, c'est de s'affirmer. Je pense qu'on doit s'affirmer absolument en tant que Québécois. Et il faut qu'on arrête de dire les Québécois, eux, et nous, les musulmans, ou nous, les maghrébins, ou nous, les Algériens. On a le droit d'être Algériens à 100% et Québécois à 100%. Je dirais même que c'est notre devoir. Notre devoir de mémoire et culturel par rapport à ce qu'on apporte avec nous, mais aussi notre devoir par respect à la société dans laquelle on arrive, ou dans laquelle on est né pour beaucoup maintenant de plus en plus, c'est de se sentir, de vivre cette québécitude. Et ça veut dire pas de compromis. Être québécois aujourd'hui, c'est être démocrate, c'est être pour la laïcité, et c'est être, si on veut, totalement athée, totalement croyant, totalement musulman, sans compromis. On n'a pas à faire de compromis. Je pense que c'est un respect envers notre démocratie, tant et aussi longtemps qu'on n'embête pas les autres. Donc il ne faut pas toucher à la liberté des autres, etc. Mais ça c'est très facile. Je veux dire, la dame qui y met un foulard, elle n'embête personne. On lui demande d'être un citoyen modèle. C'est Boisy, ça a été vraiment pas intéressant, bien édifiant. Un éclairage extraordinaire sur plusieurs points. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié les interventions de M. Haroun Boisy.
On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Continuez à nous écrire sur notre site. Continuez bien sûr à nous visiter et continuez à être fidèles à Radio Québec Plus. La semaine prochaine, à notre invité. D'ici là, gardez le moral et gardez le sourire. Bonsoir.